Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode numéro 2 du podcast Le Jour J, le podcast du mariage. Donc moi je suis Nel, vidéaste de mariage et en ma compagnie j'ai Nico, si tu veux te présenter rapidement. Bonjour tout le monde. Donc Nicolas, gérant chez Passion Anime Events, donc sonorisation, DJ, éclairage. Ok, et Baptiste. Moi, je suis photographe de mariage. Bon bah super. Et donc pour ce podcast, aujourd'hui, on va parler de 3 thèmes différents. Les tendances mariage en 2024. Vous avez déjà fait pas mal de mariages, vous allez être de bons conseils. Le deuxième thème, c'est comment gérer votre timing durant le déroulé du mariage. Par exemple, le vin d'honneur, à quel moment commencer, à quel moment finir. Et en dernier temps, on verra la collaboration entre les futurs mariés et les prestataires. Voilà. Donc pour commencer avec les tendances mariage en 2024, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez vu une certaine évolution des tendances dans vos métiers? Nico, si tu veux commencer. Eh bien toujours, ouais, on le voit souvent sur Instagram, ça va être des tendances donc, pour nous de matériel. Donc avec aujourd'hui le livre d'or audio qui a fait son entrée en 2023 déjà et qui aujourd'hui se fait de plus en plus demander. Ça va être principalement pour au-delà d'une trace écrite. Les inviter, vos amis, vos convives, laisse un petit message audio et puis une fois qu'on arrive sur à la fin de soirée, ça laisse des moments assez exceptionnels. Ah, c'est en sympa. souvenir, Mais ouais. comment c'est c'est fait original. exactement En fait, c'est tout simple, c'est un petit téléphone avec un enregistreur audio, ni plus ni moins. Ça fait un peu un téléphone vintage. Ok, ouais. Je sais qu'il y a pas mal de sociétés qui font ça, mais avec des prix complètement mirobolants. Et nous, on a réussi à en trouver un et on propose ça du coup en extra C'est dingue. dans chacune de nos prestations. Et ça commence à faire son effet, ouais. Ok. Justement, avec Ok. les photos, il y a ce côté très visuel, le téléphone. Ah, trop bien. Donc il y a un message qui est personnalisé que les mariés peuvent faire s'ils sont à l'aise. Moi, je le fais, on va dire, quand ils sont pas à l'aise avec ce délire-là. Et une fois que le message audio est fini, comme si on laissait un message, et puis voilà, on raccroche une fois que c'est fait, à l'infini, une micro carte SD de 8 Go. Donc Ouais. je crois le dernier mariage que j'ai fait, il dû avoir quelque chose comme 80 messages, quoi. C'est trop bien. Donc c'était. Puis plus en- surtout que je pense que quand t'es un invité, que t'as déjà un peu bu, etc., parce que c'est souvent en fin de soirée que tu fais le livre d'or. Moi, je sais que je déteste écrire un petit mot. Mm. Alors qu'un petit message vocal comme ça pour les mariés, je sais pas, je trouve que c'est vraiment Et, sympa. et puis ça peut aussi rentrer dès le vin d'honneur, quoi. Les gens Ouais. décrochent, il y a un C'est petit vrai. cadre avec marqué décrocher et puis laissez votre message audio et puis les mariés récupèrent ça. Allez, quelques jours, enfin, je veux dire, c'est le temps d'un WeTransfer Mhm. et hop, c'est envoyé par mail. Et non, ça fait son effet, c'est vraiment un super truc, quoi. Ok, super. J'avais jamais vu ça sur une de tes prestats. Tu le factures combien ça du coup Ça, aujourd'hui, ça, 80 euros. 80 80 euros. Oh, ça va, c'est Ouais, trop bien en ouais, vrai. C'est Ouais. correct. Et puis après, voilà, il y a la mise en place et puis la gestion derrière, parce que la partie post-production, bon, c'est pas énorme, mais il faut Mhm. récupérer. Voilà, c'est tout un travail qu'il y a derrière. Et aujourd'hui, je pense que je suis dans les moins chers, hein. Ok. Oh, c'est top. Ah, Ok, trop bien. incroyable. Ah, c'est original. Ok, Et toi, ouais, je vois. Baptiste? En tendance 2024 sur les photos, en soi, les photos, ça reste, tu vois, ça n'a pas bougé depuis 50 ans, hein. Les photos de mariage, ça reste des choses très classiques. Mais je dirais quand même, les gens veulent de moins en moins de pauses et aiment vraiment l'instant présent. Je sais que beaucoup de mes clients et de mes futurs clients aiment le fait que je fasse beaucoup de photos volées parce qu'ils sont vraiment pas à l'aise avec le fait de poser. De toute façon, ils trouvent un peu que ça fait les photos kitsch des années 2000, quoi. C'est vraiment pas le truc qu'ils veulent pour leur mariage. Et sinon, je sais en style de retouche, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de photographes, surtout aux États-Unis, qui vont faire des photos au flash avec des couleurs assez neutres finalement, très peu de retouches avec de saturation, ce genre de choses, mais des retouches vraiment très neutres et je trouve que c'est vraiment joli. Et je sais que je vais essayer de tendre vers cette tendance-là, tu vois. Ah, super. T'as déjà eu des mariés qui t'ont demandé Oui, bah, le dernier mariage que j'ai fait, la mariée voulait vraiment ce style-là très neutre. Et c'était compliqué parce que ça sortait un petit peu de ma manière de retoucher. Mais c'est bon, j'ai réussi à faire ça et j'étais vraiment content qu'elle m'ait poussé à m'adapter à elle, quoi, tu vois. Ouais, ça te fait évoluer, c'est pas mal. Ouais, c'est top. Ah, bah, c'est cool. Bah, justement, pour continuer un peu dans cette lancée des tendances mariage en 2024, je vais vous citer différentes activités, des concepts en soi, et vous allez me dire si vous êtes pour ou contre cette activité. Ça vous va? Impeccable. Allez, c'est parti. Alors, la première, qu'est-ce que vous pensez d'avoir uniquement la famille à la table d'honneur? Bon, après, ça, c'est vraiment comment la personne est. Bah, pour moi, en fait, ça dépend de la personnalité de la personne. Tu vois, certaines personnes, la famille, c'est le truc le plus important pour eux dans la vie. D'autres, c'est vraiment les amis.
Les deux me choquent pas. C'est franchement, ça dépend de la personne. Alors c'est bien, après je vais parler vraiment en mon nom, si je devais le faire, et d'ailleurs ça m'a surpris parce qu'à un mariage on était les prestataires à la table d'honneur, donc ça te met un peu la pression parce que tu te dis, ils n'avaient pas d'autres personnes à nous mettre que nous, enfin nous on a adoré, ça nous a vraiment touché à cœur. Et du coup, on s'est mis la pression pour vraiment pas les décevoir. Mais ouais, je pense que c'est bien d'avoir soit ses meilleurs amis. Enfin, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'assez général et pas que familial. Moi, si je devais apporter ma vision là-dessus, je trouve que c'est peut-être les parents ou encore en fait, c'est tellement aléatoire. C'est pas un truc sur lequel je me penche beaucoup, mais c'est vrai que si je devais avoir la table d'honneur, ce serait voilà quelques membres de la famille, des amis et puis les prestataires, c'est libre à vous, ça nous fait plaisir, mais après ouais, c'est vraiment libre à chacun, mais je vais dire pour et contre. C'est un peu bizarre, mais ouais, je pense que allez, partiellement, c'est bien d'avoir de la famille, mais peut-être que de la famille. Il y a des gens de notre famille, on n'est pas forcément les affinités qui donnent envie de les avoir à table sur toute une soirée, quoi. Ouais, c'est clair. Non, c'est intéressant, mais c'est vrai que ça casse les codes parce que souvent c'était un peu tout le monde, on allait mettre la famille à la table d'honneur, quoi. Mais qui est de plus en plus les amis, les copains, c'est cool. Carrément. Maintenant, Maintenant, avoir un wedding planner, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, c'est toujours une question de temps. Est-ce que vous avez du temps à accorder sur l'organisation de votre mariage ? J'ai aujourd'hui des clients qui me demandent, qui n'ont pas le temps, hein, on a tous une vie de famille, soit du travail, des choses comme ça qui font que on n'a pas le temps d'organiser son mariage. Parfois, on n'a que 3 à 6 mois, hein, pour ceux qui sont le plus ric-rac, et je le déconseille vraiment, ne serait-ce que par rapport à la disponibilité des prestataires et des différents lieux d'événements comme ça. Mais si vous voulez vraiment un carnet d'adresses, une wedding planner, c'est quand même sympa. En plus, elle vous accompagne du début jusqu'à la fin de la journée. Nous, personnellement, on fait un petit planning sur la période sur laquelle on travaille. Donc, si j'arrive dès le vin d'honneur, je vais un peu les guider de comment ça va se passer en termes de timing. Mais aujourd'hui, c'est toujours une question de budget en fait. Parce que vous rajoutez une personne en plus qui va vous apporter son carnet d'adresses. Vous allez gagner du temps, mais ça va vous coûter un peu d'argent. Moi, je vais dire parce que ce sera peut-être prochainement l'invité de ce podcast. Mais je vais dire quand même. Après, si vous voulez faire attention à votre budget, organisez-vous un peu avec les différentes plateformes qu'il y a sur Internet et vous saurez, je pense, tout autant en sortir. Je pense qu'il y a aussi peut-être certaines personnes qui aiment tellement organiser leur mariage qu'elles auraient l'impression qu'on leur retire tout le plaisir, tu vois. C'est Donc vrai. après, ça dépend de la personnalité de la personne, le budget, le temps, mais en vrai, ouais, je pense que ça peut être une très bonne idée d'avoir un wedding planner si tu as pas tellement envie d'organiser ton mariage, quoi. Ou même si tu as envie de le faire, mais que tu as envie que ce soit bien fait, vaut mieux avoir un wedding planner, quoi. Ouais, je pense que après, il y a tellement de prestataires aujourd'hui sur le marché du mariage parce que c'est quand même assez important en termes de chiffre d'affaires. Il faut se méfier comme on l'avait pu le dire dans l'épisode précédent, méfiez-vous de ce qui est pas cher. Et je pense que la wedding planner, elle travaille qu'avec des prestataires de qualité, donc c'est un peu l'avantage qu'on va avoir avec une wedding planner. Ouais, carrément. Oh, super. Vous avez des exemples si je cherche justement un wedding planner ? Cindy Jeudi, qui bosse super bien, avec qui on a pu travailler tous les deux, hein, je crois. Moi, j'ai jamais encore travaillé avec un wedding planner. D'accord. J'ai toujours travaillé que en solo pour trouver les mariages, etc. Donc t'as pas encore d'exemple de vécu, d'expérience. Ok. Non, moi franchement, j'en garde un bon souvenir. De manière générale, après j'ai pas bossé avec 36 wedding planners non plus. Là j'en ai des nouvelles cette année quand même. On va voir un peu ce que ça donne avec moins d'expérience aussi, dans des secteurs un peu moins attractifs que Reims et Épernay pour ce qui nous concerne, mais on va bien voir ce que ça donne. Moi je suis ouvert au wedding planner, mais pareil, ça reste une relation de confiance et si pareil, si la wedding planner sous la pression communique mal avec les prestataires, ça peut foutre la merde un peu dans l'événement, quoi. Ok. Un autre petit plutôt un style, je vais dire, les costumes de couleur. Qu'est-ce que vous en pensez pour le marié ? Moi, je sais que c'est un truc qui est super important en photo.
De toute façon, il suffit d'aller voir les pages des photographes pros de très 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 haut niveau. Donc souvent aux États-Unis, etc. Tu vois les gars qui demandent 15 000 euros pour un mariage, quoi. Ils ne shootent que des personnes qui ont des smokings noirs. Et c'est vraiment la base. C'est pour moi, je trouve, le plus beau déjà pour un mariage, mais surtout en photo, comme on doit constamment composer avec des couleurs, on doit finalement choisir. Là, je vais plus mettre du vert, là, plus du orange, etc. On a la peau aussi, on doit toujours mettre la couleur de la peau. Donc souvent, on a très peu de couleurs à mettre dans les photos. Et quand le costume a lui-même une couleur en plus, c'est une horreur pour la retouche parce qu'on doit constamment prendre en compte la couleur du costume dans la retouche. Et je sais que sur certains mariages, j'ai limite envie de désaturer le costume pour avoir un costume gris ou noir au lieu d'un costume orange, vert, bordeaux ou genre de couleur, quoi. Mais c'est marrant que t'en parles parce que moi qui suis pas du tout dans la photo, j'allais dire je trouve ça trop cool moi d'avoir des donc voilà, donc au final même avec l'expérience en fait c'est là qu'on voit que moi je suis pas du tout dans l'image à proprement dit et moi je trouve ça cool que justement il y a des couleurs. Je sais que j'ai vu pas mal de beige. Bon, il y en a qui font du lit de vin Bordeaux aussi, ça c'est particulier. Beaucoup de vert aussi, Vert sapin. Ouais, j'aime beaucoup vert, ça fait 2-3 ans je crois, on voit du vert sur enfin de plus en plus du moins. Et moi je trouvais ça cool, mais c'est vrai que pour avoir fait un mariage américain, c'est vrai qu'ils étaient tous sur le smoking noir. Et ça apportait aussi sa touche dans un lieu, c'était en plus dans un château, donc t'imagines un peu tout ce qui est boiserie, tapisserie rouge, des trucs comme ça, et le noir par-dessus. C'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est intéressant. D'un point de vue basique, je pense que moi, de mon point de vue, j'ai trouvé ça cool à regarder, mais après sur vraiment de la photo pure, c'est là où t'as la différence, quoi. En termes de, je sais que culturellement, pourquoi l'homme était censé avoir un smoking et la mariée une robe blanche. Le smoking, comme c'est une tenue en gros lambda, enfin une tenue de base pour un homme en cérémonie, tous les hommes ont un smoking noir, ce qui permet de mettre les femmes en valeur, qui elles ont des robes de couleur ou des robes avec qui changent en fait. La femme, elles n'ont pas toutes les mêmes robes, alors que les hommes sont censés pratiquement avoir tous les mêmes costumes. Et c'est pour ça de base que dans les cérémonies, les hommes avaient un smoking, tous les mêmes finalement, et les femmes avaient justement des robes de couleur et de formes différentes. Ok, c'est intéressant. Ouais, c'était pour mettre en valeur les femmes. Ah, je savais pas ça. Mais oui, effectivement, aujourd'hui c'est beaucoup de vert, de bordeaux. Du beige en été et puis du lin, ce genre de choses, quoi. Mais bon, moi voilà, je maintiens en photo, mettez un smoking noir. Bon, vous avez compris. Qu'est-ce que vous pensez maintenant des gros mariages avec beaucoup d'invités, on va dire environ 300 invités? Ah, moi je trouve ça trop cool. J'ai hâte. Alors c'est pareil, là ça va être ma version et ma vision à moi. Alors moi qui aime bien sonoriser des gros espaces, des gros événements, ça nous permet vraiment justement d'avoir plus de jeux de lumière dans la salle, parce que du coup c'est quasiment plus que des salles ou généralement des annexes de châteaux si vraiment on a du budget. Mais je trouve ça cool dans le sens où tu as une énorme piste de danse, pareil, arrivé au moment de la partie dansante. Et nous, en termes de jeux de lumière, on va s'éclater parce que sur une petite presta où on est à 4 jeux de lumière parce qu'ils sont une quarantaine, comme j'ai déjà pu avoir dans un caveau d'une maison de champagne, par exemple. Là où nous, on va voir notre intérêt, c'est qu'on va sortir beaucoup de matériel et pareil, le rendu, ça devient théâtral, quoi. C'est clair. On m'avait dit ça une fois, ça faisait comme quand on allait au cabaret, quoi. Donc tous ces jeux de lumière, cet accord-là. Non, moi je suis pour et je demande que ça, de faire des très gros mariages. Et d'ailleurs, j'en ai un cette année où on est 200 à table. Et d'ailleurs, ils ont un vin d'honneur avec 500 personnes, quelque chose comme ça. Ouais. Ah, quand même. Ouais, c'est pas mal. Vignerons et agriculteurs, on invite tout le monde du village. Je crois que j'ai un mariage aussi énorme comme ça cet été. C'est possible qu'on soit sur le même du coup, parce que moi en tout cas, je sais que personnellement, en soi, la taille, contrairement au DJ, ça va pas me changer mes photos qui est 500 personnes ou 30 personnes. Je sais par contre que je trouve que les photos sont bien plus belles quand on a invité des personnes qui nous sont chères. Donc j'ai déjà été à des mariages où il y avait 150 personnes, mais c'était que les personnes qui étaient très chères aux invités, enfin aux mariés. Et du coup, les photos étaient top parce qu'il y avait une vraie complicité entre les personnes. Et des fois, des mariages où ils étaient que 35, mais les gens, limite, se connaissaient pas trop alors qu'ils étaient que 35, quoi. Donc finalement, c'est plus... moi, s'il y a un conseil à donner, c'est inviter les personnes que vous avez vraiment envie de voir. Et s'il y a 200 personnes que vous avez vraiment envie de voir, faites-le. Mais s'il n'y en a que 50, faites-le aussi, quoi.
C'est plus que les notes avec le traiteur qui changent, quoi. Carrément. Si on avait un traiteur dans l'émission aujourd'hui, il dirait plutôt 500 personnes, c'est pas mal, quoi. Alors, l'organisation, moi, j'ai déjà eu un mariage, je crois, 220 personnes il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, je crois. On est sorti de Covid. Et quand tu vois la rangée de serveurs qui partent à 15 à envoyer les assiettes, c'est vraiment impressionnant. Et en termes d'organisation, la cuisine, je crois, fait 3 fois la pièce là. Enfin, c'était un truc. Ils installent carrément les cuisines. Ça part vraiment. C'est une autre dimension, mais vraiment, c'est là où toute l'organisation prend son rôle. C'est vraiment impressionnant. Mais tout reste encore la même histoire, c'est de passer par les bons prestataires pour pouvoir assurer, quoi. Quand vous êtes à 200 invités conviés à votre mariage, là je pense qu'il faut pas renier sur le professionnalisme, quoi, hein. N'allez pas chercher un DJ à 600 balles si vous avez 200 personnes. Je dis là, il va falloir clairement miser sur des professionnels qui savent assurer, quoi. Je suis d'accord. Non, c'est intéressant, c'est bon à savoir. Et maintenant, qu'est-ce que vous pensez des mariages en hiver ? Bah ça se démocratise. Franchement, moi j'en vois de plus en plus depuis la sortie du Covid. Déjà d'une pour la disponibilité, hein. En vrai, si vous voulez des prestataires, ça devient tellement compliqué parce qu'il y en a plein qui ont aussi arrêté leur activité, hein. Et que si vous voulez un certain standing, il n'y en a pas 36 pour ce qui concerne notre région, j'ai l'impression. Donc moi je trouve ça cool. Ça vous limite dans les vins d'honneur en extérieur ou des choses comme ça. Mais je trouve ça intéressant de pouvoir justement exploiter le charme aussi de l'automne comme de l'hiver, avec tous ces aspects physiques que ça peut avoir. Enfin, je sais que pour la photo, tu fais des photos dans les vignes arrivées à l'automne ou des choses comme ça. Enfin, la couleur, tout change. Nous aussi, c'est l'assurance que les gens ne traînent pas trop dehors. Parce qu'on le sait tous, hein, la piste de danse, quand on la maintient, si on a déjà un tiers des gens qui dansent, c'est déjà bien. Mais alors, si tout le monde est dehors parce qu'il fait une chaleur à crever et que c'est pas des fêtards parfois, hein, il y a des gens, ils aiment bien se retrouver puis discuter dehors, ça peut casser complètement le truc. Donc non, moi j'y vois pas mal d'avantages et puis en plus ça nous fait travailler toute l'année, donc c'est parfait, hein. Perso, je trouve que c'est sous-coté. Donc pareil que Nico, j'adore les mariages d'hiver. Déjà parce que ça oblige à trouver une organisation différente de d'habitude. Donc après, c'est aussi parce qu'on fait beaucoup de mariages que je trouve que les mariages trop traditionnels, moi ça commence à... Enfin, voilà, je trouve que c'est toujours la même chose. Alors qu'un mariage d'hiver, voilà, ils sont obligés d'être inventifs. Tu peux pas laisser les gens de 16h à 20h quand il fait 2 degrés dehors. Donc, ils sont obligés de trouver un vin d'honneur dans un autre endroit. Mais du coup, le vin d'honneur peut aussi durer moins longtemps. Ils peuvent faire des animations. Enfin, c'est vraiment sympa, je trouve. Jouer sur la déco aussi, Ouais, hein, parce que carrément. c'est du coup, si vous êtes dans des grosses salles qui sont pas forcément adaptées pour recevoir des mariages, ou même des petites salles, vous allez devoir décorer pour varier les lieux, que ce soit pas tout au même endroit. Non, ça devient intéressant, c'est un challenge. Et moi, je trouve qu'en plus, en termes de disponibilité, vous allez vraiment avoir beaucoup plus de choix, quoi. Nous, on en a au final peu parce que par rapport à notre gamme de prix, il y a tous ceux qui sont un peu en dessous qui en profitent. Mais sinon, non, c'est vraiment moi, ceux que j'ai fait, les gens gardent un souvenir de dingue. Et c'est pas forcément en plus ces périodes-là où vous aurez de la pluie. Et petit tips, en termes de tenue, c'est vachement agréable aussi parce que le marié, s'il a un costume 3 pièces par exemple, avec un manteau au-dessus, etc., il fait une chaleur à crever quand tu es au mois de juillet, au mois d'août. C'est insupportable d'avoir ça. Tu as juste envie de te mettre en chemise, mais pour quand même faire propre, tu gardes ta veste, etc. Et la mariée, ça peut même aussi la forcer. Enfin, je sais que le dernier mariage que j'ai fait en hiver, elle avait une sorte de belle fourrure blanche autour d'elle, etc. C'était magnifique, quoi, très très beau. Et franchement, j'en garde un super souvenir aussi, quoi. Donc plus d'habits, plus de style, plus d'opportunités justement en termes de préserve. Enfin, marié ou l'hiver, quoi. Ouais, mais franchement, puis quand il fait trop chaud, tu ouvres les fenêtres 3 minutes, c'est bon, c'est refroidi, hop, on referme, on peut redanser. Combien de fois on a sué en mariage Tu m'étonnes. C'est tombé. Non, c'est beau. Moi, j'aime bien. Mais en même temps, j'y pense, niveau luminosité, quand tu es photographe, ça peut être un peu compliqué. Ah, c'est un challenge. Ça, c'est clair que les mariages d'hiver... Mais comme je dis, c'est un challenge. Les photos sont pas moins belles. Simplement, tu vois, par exemple, pour les photos de groupe, la dernière mariage d'hiver, j'avais mis justement les 2 lumières qu'on a ici pour faire le podcast. Et ce qui fait que j'avais fait vraiment un style un petit peu américain. Je vous montrerai du coup ça pendant que je parle. Franchement, ça rendait plutôt bien.
il y avait vraiment un beau fond blanc derrière. Et en fait, on n'a pas utilisé la lumière naturelle pour faire, parce que ça rendait très bien comme ça. Et par contre, pour les photos du shooting, oui, là, c'était à la lumière naturelle. On a fait ça, je crois, à 15-16 heures, et ça rendrait très bien, quoi. Ah, bah super. Ouais. Ouais, c'est bien. Et pour continuer dans la même vague, les mariages en semaine. Je sais que j'ai des amis qui sont mariés un mercredi. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, je trouve ça cool. En vrai, alors là, c'est vraiment la disponibilité de vos invités parce que là, c'est vrai que tout le monde, en fait, casser les codes, c'est compliqué pour ceux qui sont peu ouverts, on va dire, au traditionnel, quoi. Moi, je trouve ça bien. Je sais que certaines confessions partent plus souvent en semaine d'ailleurs que le week-end. Mais j'en ai fait 2 l'an dernier, un vendredi. Et j'en garde un super souvenir parce que l'énergie était la même, les gens étaient pas plus fatigués. Je me suis dit, à 1h, le truc est clôturé, tout le monde va être rincé. Et en fait, non, les gens, ils étaient hyper réceptifs et ils ont même dit, bah c'est bien, on a notre samedi et dimanche pour récupérer, quoi. Ah oui, bien. Okay. Donc la strat, elle était bonne. Au final, bon, je pense que les gens avaient quasiment tous posé leur vendredi, donc ils s'étaient organisés comme ça. Et là, je crois, j'ai eu une demande pour un mercredi cette année. Ok. Ouais, un mercredi, ouais. Ça peut être, en vrai, je trouve ça cool. Moi, nous, c'est toujours encore plus de travail, donc on est toujours demandeurs, il n'y a pas de souci. Hein. Et puis, ceux qui veulent impérativement, parfois, certains prestataires, je trouve que c'est gagner. T'es sûr de l'avoir. Oui, c'est maximiser ses chances d'avoir un prestataire, c'est de le faire hors journée traditionnelle. Alors, le mercredi, ça peut paraître compliqué à mettre en place parce qu'il y a le avant, le jour et après. Mais le vendredi, vous savez que le lendemain et le surlendemain, vous êtes tranquille. Et le vendredi, je sais que ça peut marcher fort. Franchement, c'est un conseil si vous voulez aussi avoir la certitude d'avoir la salle. Bon, la salle, c'est compliqué si vous faites ça un vendredi parce que du coup, il la bloque le samedi. Et là, du coup, je pense qu'à mon avis, vous allez payer sûrement très cher. Mais par contre, je pense que sur un mercredi, ils peuvent nettoyer la salle le jeudi jusqu'au jeudi midi max et la redonner. Donc, ouais, je pense qu'il y a une stratégie qui peut être sympa et je pense que vous pouvez avoir facilement des salles qui sont compliquées à avoir. Je sais que moi, on travaille avec la closeraie qui est au Méneux à côté de Reims. Je crois que c'est 3 ans d'avance pour avoir la disponibilité. Je pense que miser sur un mercredi, ça peut être cool, quoi. Ouais, carrément. Donc, petit tips pour les mariés. Mariez-vous en hiver si vous avez envie d'avoir au prestataire, ou mariez-vous en semaine, c'est aussi très faisable. Donc, le vendredi ou le mercredi, c'est vachement bien, quoi. Ouais, super. Maintenant, si on se dirige un peu plus vers niveau boisson, enfin la nourriture, qu'est-ce que vous pensez des pièces montées de champagne? Moi, j'ai un avis. Là, par contre, je trouve c'est surcoté à un point, surtout en Champagne. Alors, je m'explique, pour ceux qui ont fait ça à leur mariage, parce que vous devez être nombreux. Qu'est-ce que la pièce montée de champagne? Tu sais, c'est les sortes de tours de champagne où on verse le champagne au-dessus et le champagne dégouline dans les autres coupes. Dans les coupes ou dans les flûtes? Dans les flûtes, c'est toujours des flûtes, ces trucs. T'es sûr c'est pas... Non, c'est coupe. À la base, c'était dans les coupes. Hein. Non, c'est dans les coupes. Non, chaque fois que je vois ça, c'est des sortes de petites flûtes. Ah ouais Maintenant, ça se fait souvent dans les flûtes. En fait, le problème, c'est que déjà, oui, en vrai, partout. C'est beau. Mais en vrai, si t'aimes le bon champagne et que t'as acheté du bon champagne, ah ouais, malheur. En vrai, c'est une galère de fou. Ton champagne, t'es en bas, t'as récupéré, c'est passé sur toutes les coupes, etc. S'il y a un peu de poussière, etc., bon, tu récupères tout en bas. Ta coupe, elle est pleine entièrement, parce que si tu veux qu'elle passe dans l'autre, ça veut dire qu'elle est blindée, donc tu récupères une coupe qui te coule sur les mains, etc. Enfin, ouais, c'est vrai que c'est pas pratique. C'est pas pratique. Ouais, c'est... Mais ça, franchement, je le vois pas souvent. Hein. Enfin, moi... Je l'ai vu beaucoup. Tu le vois beaucoup, toi? Je sais pas... Ouais, par an, je dois le voir 5 ou 6 fois quand même. Hein. Non, moi, je crois en 2023, j'ai pas dû trop en avoir à faire. Mais je pense que ça part petit à petit, et tant mieux. Tant mieux que ça parte. Ouais, puis en vrai, quand on voit le prix du champagne qui fait 10% tous les ans en plus, si c'est pas 20. Moi, je vois Ruinart, c'est du super champagne, mais d'ailleurs, on leur fait la pub. Le blanc de blanc, il est exceptionnel, mais passé de 60 à 85 euros. 98 même, je crois. Oh là, les fous. C'est des fous. Alors, vraiment, c'est des fous. Donc, si vous commencez à balancer moitié sur la verrerie, soit vous avez un budget de fou furieux, mais on va dire qu'on va la déconseiller. Ouais. Puis si vous la foutez par terre, ça fait des anecdotes, mais tu m'étonnes. Franchement, non, pas cool.
Carrément. Et niveau nourriture, comment vous voyez évoluer les tendances en 2024 Qu'est-ce que vous avez le plus vu des apéritifs dînatoires, des cochons à la broche? Je sais pas si c'est parce que j'ai augmenté mes prix au fil du temps et du coup j'en ai vu de moins en moins, mais je vois de moins en moins de buffets froids, même pratiquement plus. Je trouve que le niveau des traiteurs a vachement augmenté. On mange vraiment très bien, je trouve, maintenant en mariage. Ouais, c'est clair. excellent. Ouais, je suis d'accord. En vrai, moi, ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Et bon, après, pareil, on n'était pas sur le même standing à l'époque quand j'ai commencé, mais je crois que j'ai dû en faire un seul froid, à mon avis, en 2023. Et c'était, bon, ils étaient 140, donc à mon avis, ils avaient dû un peu faire des économies là-dessus. Mais aujourd'hui, déjà, la prestation de traiteur, je pense à nos confrères de chez Bertaki et les cocottes en scène aussi également qui bossent à la closerie pour qui on travaille souvent. Moi, j'étais épaté. Il y avait ce système aussi d'atelier cuisine qui se faisait avec des petits stands en gros et qui faisait tout le repas avec une base c'était plusieurs petits trucs en fait amenés mais séquencés en fait, genre un plat mais avec 3 ateliers cuisine réunis dedans. D'accord. Et j'avais trouvé ça assez original. Ok, moi je sais que c'est la doyenne à Tagnon. Ah, je connais. Excellent. Leur traiteur est très très fort. Chaque fois que j'y vais manger, donc franchement très fort. Et sinon après, tout dépend le budget, tout dépend les envies. Ça c'est le genre de truc. J'ai été à un mariage pas très longtemps. C'était un buffet, je crois froid. Et en vrai c'était bon et c'était vraiment sympa. Et le mariage, tu sais, c'était un gros mariage où ils avaient du budget pourtant, tu vois. Mais ils ont décidé de faire ça parce qu'ils trouvaient que c'était convivial, parce que puis c'était bon en plus, tu vois. C'était pas un buffet froid où il y avait juste des taboulés, quoi, il y a des produits de qualité qu'on peut ça. avoir dans du froid. Donc en fait, ça m'a réconcilié avec le buffet froid, tu vois. Donc si vous avez envie de mettre du budget ailleurs ou que ça vous fait kiffer, faites-le, hein, franchement. Ouais, non, mais c'est clair. Après, il y a aussi cette tendance avec le côté un peu comment dire, gueuleton avec les bras zéro. Je vois qu'il y a des mariages où ils s'y remettent un peu de plus en plus. Ce côté un peu pas Peaky Blinder, mais le truc assez franchouillard avec un les cochons qui tournent et tout. Voilà, j'adore ce truc. J'en ai fait un, je crois, en 2022. C'était exceptionnel. C'est trop bien. C'était trop bon, quoi. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que le mec s'était fait engueuler parce que il avait fait donc son cochon avec sa base pour brûler là, qui était sur le sol, et il y avait un géotextile et le géotextile avait commencé à cramer. La propriété s'était arraché les cheveux. Tu m'étonnes. C'était assez marrant. Mais non, en vrai, alors, moi j'étais réceptif par rapport au côté un peu fumé de la viande et tout, du cochon à la broche. Et franchement, en vrai, ça s'est démarqué de tout ce que j'ai mangé sur l'année, quoi. Donc non, il y a des concepts comme ça, presque à risque, mais en fait qui passent tellement bien parce que ça rappelle aussi des souvenirs, des choses comme ça. Alors, petit conseil pour ceux qui aimeraient avoir justement un cochon à la broche, un cochon de lait pour leur mariage, n'hésitez pas à le faire, c'est vraiment top, c'est excellent. J'ai vu des mariages où on peut le faire. Je déconseille au-dessus de 100 personnes parce que logistiquement, c'est quand même très compliqué d'avoir assez de cochons. Et donc, souvent, les prestataires, ce qu'ils vont faire, ils vont vous faire 1 ou 2 cochons pour que quand même, pendant le vin d'honneur, on voit des cochons tourner. Mais en fait, derrière, ça va être des bouts de porc, du jambonneau, ce genre de choses, qui a quand même vachement moins de goût, qui est cuit au four. Et si vous aimez vraiment le cochon de lait, c'est ça, en dessous de 100 personnes, vous pouvez en avoir pour tout le monde, mais au-dessus, ça va être des jambonneaux et vous pourriez peut-être être déçus, quoi. Suivez sur les réseaux sociaux l'expert du cochon de lait, Baptiste Dao. Ouais, c'est vrai, il faut faire attention avec le prestataire, le traiteur, voir ce qu'il propose exactement, quoi. Ouais, carrément. Dans ce type de service. Non, mais je le dis parce que j'ai déjà vu un mariage et je sais que les mariés étaient déçus justement de ça. Ok, donc, ouais, c'est pour ça que je le dis aux mariés, ceux qui veulent les cochons de lait. Ouais, c'est vrai, en fait, tu payes une prestation et elle est respectée qu'à 50%, quoi. Enfin, il y a 50% qui vont avoir de la super camelote dans l'assiette et puis l'autre, c'est dommage. C'est pas le goût de ce que tu pourrais avoir avec quelque chose de fait à la broche, quoi. C'est sympa, je trouve, les tendances 2024 comme ça, de parler de plein de thèmes comme ça, de domaines. Je pense que les mariés vont bien aimer le fait qu'on puisse donner notre avis sur tout ce qu'on voit, parce qu'ils organisent leur mariage. Ça fait peut-être des années qu'ils n'ont pas été à un mariage. Et même il y en a qui n'ont jamais fait. Ouais, c'est vrai. Combien j'ai de couples qui viennent me voir aujourd'hui et qui me disent écoutez, on n'a quasiment pas vécu de mariage. Alors pour nous qui en faisons 20 par an, voire plus, on hallucine, quoi. Enfin, c'est de se dire ok, ils ont
une petite trentaine où ils l'ont pas encore et ils ont jamais vécu de mariage dans leur entourage, ou seulement quand ils avaient 3-4 ans de l'oncle et la tante qui se marient, quoi. Donc nous on hallucine un peu et c'est vrai qu'ils viennent complètement perdus, et donc je pense que c'est bien d'apporter vraiment nous parce qu'on enchaîne, quoi. C'est vrai on enchaîne les traiteurs aujourd'hui, on fait plus de plateau repas, on est vraiment quasiment tout le temps conviés à manger comme les invités. On vous en remercie d'ailleurs pour tous les mariés qui reverront ce podcast là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aimerais me démarquer avec des types de traiteurs comme ça. Et on comprendra complètement, vous voulez faire du traditionnel avec des menus, on va dire, un peu plus classiques. Mais n'hésitez pas justement sur des périodes un peu hivernales à aller chercher des trucs un peu plus rustiques. Je pense que ça apportera vraiment du charme à votre mariage, quoi. Ouais, carrément. Ok. Faut qu'on coupe les caméras. Ouais, je suis désolé, on met pause. Pourquoi c'était peut-être je finis juste pour clôturer. Ah, vas-y, cette partie. Bon, je pense que là, on a bien résumé les tendances de 2024. Vous avez les conseils de 2 prestataires avec une bonne expérience. Bon, on a dû relancer les caméras et c'est parti pour continuer ce podcast. Alors là, les tendances 2024, c'est terminé. On va aborder un autre sujet, la collaboration entre futurs mariés et prestataires. Est-ce que si justement les futurs mariés ont des demandes particulières, à quel point vous allez vous adapter à eux tout en gardant votre patte artistique, si je peux dire ? Moi, je sais que c'est assez rare que les mariés aient des demandes très particulières parce que finalement, ils viennent me voir pour mon style de retouche, pour mon style de photo, la manière dont je travaille. Donc, s'ils viennent me voir moi, c'est pas pour me demander de travailler comme quelqu'un d'autre. Maintenant, certains, par exemple, n'aiment pas le noir et blanc, donc juste à la retouche, j'y pense et je fais pas de noir et blanc ou que très peu. Certains, en fait, on va dire que je vais m'adapter à peut-être à 10-20% sur la retouche. Certains, par exemple, n'aiment vraiment pas quand c'est saturé ou ce genre de choses. Et là, je m'adapte. Et j'ai une mariée récemment qui voulait vraiment un style très particulier. Donc, habituellement, je ne respecte pas ce genre de choses parce que je fais mon style à moi. Sauf que là, c'était un style que j'adorais aussi, que je trouvais magnifique. Et je me suis fait la réflexion, ok, ça va être pas mal pour évoluer justement et apprendre un nouveau style. Et les photos rendent vraiment bien. C'était le style un petit peu au flash, un peu style américain, très neutre. Et c'est très très beau. Et je suis content, elle m'a fait évoluer finalement. Donc, très content de m'être adapté, quoi. Et tu penses justement continuer dans ce style, toi ? Oui, parce que c'est un style que j'aime énormément et vous allez le voir sur Instagram, je vais en faire de plus en plus, quoi. Ok. Super. Et toi ? Moi, ça va être toujours une question de matériel et de mise en place. C'est-à-dire que moi, en fait, ils vont voir ce que je propose en photo. On essaie justement avec mon associé qui est à l'éclairage de disposer un peu les jeux de lumière de telle et telle façon que ce soit pas toujours répétitif pour nous, parce que sinon ça devient un peu chiant, et que ça soit un peu une petite touche d'originalité par rapport au lieu. Donc ça va être des jeux de lumière avec des tons un peu plus chauds. Je sais qu'on a ce qu'on appelle le tournesol ou un effet vintage avec vraiment des énormes spots à LED qui vont justement créer une ambiance un peu plus chaleureuse en salle, et justement sur des mariages d'hiver qu'on a pu parler, ça peut vraiment donner une touche, et ça dès le repas en fait. Donc ça va être nous là où on les accompagne, c'est vraiment leur expliquer tout ce qu'on peut leur apporter en termes de jeu de lumière sur leur mariage. Ok, pas mal. Bravo. Ouais. Bah, sur ce sujet-là, c'est sympa ce qu'on a. Est-ce que maintenant, par rapport à l'organisation du déroulé du mariage, est-ce que vous auriez des conseils à donner ? C'est vrai que moi, je me suis déjà retrouvée à certains mariages où, par exemple, pendant le vin d'honneur, c'était très long. Même les invités, à un moment, s'ennuyaient parce qu'il n'y avait pas forcément d'animation. Qu'est-ce que vous conseillez au niveau timing ? Moi, je pense qu'il y a une règle qui est assez simple. C'est 17h, 20h, minuit. 17h le vin d'honneur, 20h l'entrée en salle, minuit, dessert servi, mais au moins sur la partie dansante. Pourquoi une règle ? C'est pas une règle, mais c'est pas, en fait, à force d'en voir une trentaine par an, c'est le constat que je me fais. Les gens ils me disent mais comment ça va se passer pour les horaires, Qu'est-ce qu'on doit faire, Nicolas, pour que ça se passe bien. J'écoutais, moi j'ai mon truc qui est prédéfini. Généralement, si vous êtes à l'église sur les coups de 15h30, le temps de faire la route, parce que c'est pas forcément à côté, à 17h vous êtes sur place, on met un fond musical pour pas que ce soit long, hein. Et puis généralement 3 heures, si vous êtes une centaine, avec toutes les photos que vous allez faire, donc vous êtes sollicité de tous les côtés pour les futurs mariés, vous allez pas les voir passer ces 3 heures-là. 20h, c'est le moment idéal pour rentrer en salle,
parce que bon, vous avez quand même un repas qui va arriver derrière, entrée, plat, fromage, dessert. Alors si vous remettez encore des choses entre deux, si vous rentrez en salle à 21h, vous allez vous faire avoir et à minuit, vous serez encore au fromage, quoi. Le but, c'est de profiter pleinement de la soirée. Donc je pense que c'est un tips, pareil aussi, le 17h, 20h, minuit. Il faut se focaliser là-dessus et vous verrez que ça viendra, enfin pour la plupart des prestataires, j'espère qu'ils seront d'accord avec moi, mais c'est des horaires qui deviennent vraiment évidents aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais je suis d'accord. C'est tellement d'ailleurs évident que souvent, je vais faire mon shooting, moi, en été. Donc, en gros, quand le soleil se couche, ça va être justement vers les coups de 20h, 19h30, 21h, ça dépend du mois dans lequel on est. Mais juste avant de rentrer dans la salle. Et en termes de timing, ça peut être un bon tips pour les mariés, les futurs mariés qui nous écoutent. En gros, le shooting de la Golden Hour, si on le fait en plein milieu du vin d'honneur, ils vont louper un très bon moment avec les invités. Alors que s'ils font 15 minutes avant d'entrer dans la salle, quand il y a 150 personnes qui doivent rentrer dans la salle, ça ne se fait pas en 2 minutes, ça se fait justement en peut-être une demi-heure pratiquement, quoi. Ouais. Et c'est ce moment-là qu'on va exploiter et utiliser pour faire le shooting. Et ce qui fait qu'ils vont rien louper du vin d'honneur, ils vont rien louper de la soirée, et on a les plus belles photos à ce moment-là, quoi. Donc moi je sais qu'en termes de timing, le shooting, puisque je fais 2 shootings souvent dans les journées, qu'avec le couple, le shooting à 19h30, 19h45, il est impeccable. Ok. C'est intéressant de voir vos conseils. Mais c'est là on voit avec l'expérience que tout est quasiment timé, pré-timé même en fait à l'avance, hein. Moi je sais que C'est sûr. j'accompagne au-delà d'attendre minuit pour lancer la musique, je les accompagne dès lorsque je suis présent sur le lieu du mariage. Et c'est vrai que c'est des horaires qui, même avec toi, je vois, c'est souvent cette heure un peu fatidique là où ça rentre en compte pour ces photos-là, quoi. Alors, par contre, je sais pas si tu vas me suivre là-dessus, je trouve que quand on rentre en salle vers 19h et qu'on commence à danser vers un peu plus tôt, que le dessert, etc., soit déjà passé vers 23h, je trouve ça plus sympa parce que les gens ont plus d'énergie pour aller sur la piste, etc. Alors quand le dessert arrive à minuit et demi et que ça a beaucoup été entrecoupé et que le repas a été très long, je trouve que souvent les gens attendent trop finalement, trop au vin d'honneur et trop au repas, alors que des fois quand on précipite un petit peu les choses, finalement les gens ils se font plaisir parce qu'ils peuvent danser plus longtemps, quoi. Alors ça c'est intéressant comme sujet parce que c'est une vision vraiment du coup de prestataire de journée plutôt que de soirée. Ouais. Et moi, vraiment, avec le recul que j'ai, c'est pour ça qu'en fait, il faut vraiment bien respecter et s'intéresser au timing. Parce que si vous projetez avec l'heure de l'entrée en salle, les plats, le dessert, tout ça, ça va vous donner une ligne de conduite à respecter, en fait. Et on a tendance toujours, à partir du fromage et du dessert, à relâcher un peu la pression. C'est pour ça qu'on est toujours sur des ouvertures de bal qui sont entre minuit et minuit et demi. Ouais. Si ça se fait trop tôt, moi, j'ai peur de cet effet un peu bâclé, tu vois. D'accord, ok. En gros, vite du leur pas. Et puis, s'il fait 28-29 dehors, va les faire rentrer à 19h, tu vas voir que. Oui, d'accord, ok. Un peu galère. Ok, c'est intéressant du coup d'avoir la vision d'un photographe et d'un DJ sur ce sujet-là. Comme quoi, effectivement, je l'avais pas du tout. Je pense que chaque vision est différente. Moi, après, vraiment, je me focalise sur mon temps de présence. Et c'est vrai que c'est le constat que je fais aujourd'hui. Voilà. Le conseil, c'est vraiment 17, 20, minuit. Et si on n'y est pas, franchement, c'est vraiment la demi-heure près. Ok, ouais. Impeccable. Ok. Ouais, je sais que certains mariés, en termes de timing, vu qu'on est dans le thème là, aiment beaucoup faire attendre les invités longtemps. Donc après, ça peut être culturel. Je sais que par exemple, les mariages turcs, c'est la culture de, en gros, tu arrives 1, 2, 3 heures pratiquement après que tous les invités soient dans la salle. Donc c'est la culture, tu vois. La première fois que j'ai fait un mariage turc, je comprenais pas, tu vois. J'étais paumé, j'étais en mode ils sont les mariés, il manque quand même les 2 personnes principales, quoi, tu vois. Et sinon, de temps en temps, j'en vois qui aiment faire ça, mais limite c'est trop parce que quand c'est pas la culture, les invités s'impatientent et juste ils attendent. Enfin, tu sais, il y en a qui ont fait peut-être 10 heures de route pour venir. Ouais, grave. C'est un truc que je déconseille. Cet effet de pression c'est ça. avant l'entrée en salle. On est là pour kiffer, on est là pour être avec les invités, pour rigoler ensemble. C'est clair. Voilà, c'est vraiment que culturel. Après, c'est vraiment qu'une question de point de vue. Après, moi, j'ai jamais trop fait, mais aujourd'hui, je pense que les faire attendre, je veux dire, quand ils ont passé toute la journée au vin d'honneur, des choses comme ça, c'est vrai que
c'est autre chose. Ouais, sur un mariage traditionnel, mais j'en ai vu un la dernière fois qui était traditionnel, tu vois, qui n'était pas forcément turc ou ce genre de choses. Et ils ont fait ça et ouais, les invités n'étaient pas prêts, quoi. Et ils n'ont pas trop aimé. Donc je déconseille si jamais vous avez envie de faire ça ou si jamais ça vous vient à l'idée le jour de votre mariage, en vrai, c'est pas dingue. Mais en tout cas, pour que le vin d'honneur passe un peu plus vite pour les invités, quand des fois c'est un peu long, j'ai déjà vu ça sur un mariage, c'est le fait de commencer à danser pendant le vin d'honneur. Bon, alors ça, c'est qui tout, parce que s'il fait chaud, enfin, imaginez, vous allez rentrer en transe dans la salle. Enfin, si on se prend au jeu de se dire, allez, on met la musique à fond, il y a un DJ. Ça arrive hein, de faire un DJ set en extérieur sur le vin d'honneur. Mais alors, imaginez-vous danser 2 heures, rentrer en salle et ensuite démarrer un gros repas, parce que c'est quand même assez structuré. Je veux dire, oui, si vous faites venir un saxophoniste, un violoniste qui va faire un peu de l'accompagnement sur de la musique, des choses comme ça. Après, faire danser 20 minutes, c'est bien. Je pense que ça peut être... Pas que ça dure trop longtemps. Ouais, ça peut être intéressant au vin d'honneur, mais vous dire que des gros danseurs veulent danser 1h30 avant de rentrer en salle, suivez la grosse goutte et tout, je pense que c'est pas terrible et je pense que vous le ressentirez sur les retours d'assiette du traiteur. Ouais, de toute façon, moi, les mariages où j'ai vu ça, c'était des instruments. Et c'était, allez, t'avais 10 personnes qui dansaient à tout casser. Donc, c'est plus une animation que un vrai moment de danse. Quoi, tu vois. Et perso, j'ai adoré. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Ça donnait du rythme au vin d'honneur. C'était vraiment sympa, tu vois. Donc, pour la musique, si on devait résumer, si vous voulez danser pendant le vin d'honneur, privilégier des moments courts avec soit percussionniste, du coup, des petits musiciens, saxophoniste, ça marche à tous les coups. Il y en a beaucoup en plus de disponibles aujourd'hui. Et il y a encore même violoniste, mais après, c'est plutôt sur les cérémonies laïques, des choses comme ça. Mais voilà, privilégier un moment court si vous voulez danser au vin d'honneur. Parce qu'après, sinon, vous n'aurez plus d'énergie et la soirée finit très tard. Ça, je peux que vous le confirmer. Hein. Impeccable. Et sinon, pour que le vin d'honneur passe plus vite, enfin, pas passe plus vite, parce qu'en soi, c'est un bon moment de base. Soit plus fluide. Ouais, c'est ça, soit plus fluide. Je conseille de mettre des petits jeux. Je sais que j'en ai vu plein. Des fois, ils ont des molki, des pétanques, plein de petits jeux. Il y en a même la dernière fois qui avaient ramené des sortes de flippers, etc. C'était trop bien. Enfin, il y avait une table de ping-pong et tout. Enfin, le vin d'honneur était vraiment trop fun, quoi. Même moi, j'étais photographe, j'avais envie de lâcher mon appareil photo et d'aller jouer avec tous les invités, tu vois. Tellement c'était vraiment un bon moment que tout le monde passait. Parce que c'est vrai que juste boire des coupes de chambre, c'est bien un moment. Mais il y a beaucoup d'invités qui, en fait, sont trop contents de se lâcher un peu, faire des jeux, etc., quoi. Et là, on passe vraiment un bon moment. Je trouve que c'est beau. Donc, si on devrait donner 3 conseils, ce serait mettre en avant des jeux, des animations sur le vin d'honneur, toujours une partie musicale, et puis optionnellement, si vous avez un peu de budget, faites venir un musicien, quoi. Ouais, c'est ça. Ça peut être une bonne chose. Hein. C'est des petits tips sympas. Pour finir ce podcast, on va maintenant parler de quelques petites anecdotes et Nicolas, apparemment, on a une sur tout ce qui est thème de mariage, dress code, etc. Est-ce que Nico, tu peux nous parler de ça un petit peu ? Ça remonte quand même à il y a un petit moment. Quand je démarrais, donc justement, budget un peu plus bas et on avait des trucs un peu loufoques. Le thème rouge et noir. Jeanne Masse. Mais la mariée en rouge. Ah ouais. Ah ouais, non, mais je te jure. Et la déco, la nappe rouge avec du noir et tout, quoi. Rouge et noir. Quoi. C'était Dracula le truc. Et en plus, elle était insupportable, la mariée. Mais non, alors franchement, ne le faites pas, ça va pas du tout. Enfin, en plus, on a un classique français qui fait que vous pensez tout de suite à ça. Non, franchement, le mariage rouge et noir, on évite. Ça passe pas du tout. Ouais, je vois. Ah, et puis, rien qu'avec les tenues, tout à l'heure, on parlait des smokings. Pourquoi fallait un smoking ? Les robes blanches, pourquoi elles sont blanches ? Parce que c'est pour représenter la pureté de la femme, etc. Tout ça, c'est... Bon, après, c'est un truc qui les gens... Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que robe rouge... Ah non, mais j'étais pas prêt. Hein. Ouais, c'est spécial. Il me dit, on rentre en salle, il me dit, le thème, c'est rouge et noir. Oh là là. Bah oui, c'est un truc d'horreur. Hein, moi, je pense pas qu'elle verra le podcast. non, mais franchement, non, mais voilà, craquez pas. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent faire des super trucs, mais attention, j'avertis vraiment tout ce que vous voyez aux États-Unis ou les trucs en Inde où c'est des milliardaires qui se marient avec. N'essayez pas de faire dans l'extravagance abusive en fait. Je dis faites quelque chose de simple et surtout qui vous ressemble. Parce que si vous voulez commencer à jouer les blindés ou faire des délires comme ça de couleurs vraiment approximatives, le rendu il sera pas et si
ça crée le malaise, quoi. Franchement, non. De toute façon, le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un qui organise son mariage, c'est de vraiment faire un mariage qui lui ressemble et qui ressemble au couple, mais profondément, et à tous les points de vue. Si la musique, vous aimez un style en particulier, essayez pas de faire de la musique qui plaît trop à tout le monde. Faites votre style, un truc que vous kiffez. Carrément. Si vous êtes passionné de vin, vraiment faites-vous plaisir sur le vin. Si, enfin, je sais pas, pour moi, c'est vraiment le genre de choses qui fait que votre mariage va se démarquer, que les invités vont passer un bon moment, et surtout un moment qui vous ressemble, quoi. C'est un mariage, on n'en a qu'un, et il faut vraiment que ça soit quelque chose. Si c'est trop copier-coller de tous les autres mariages, je trouve que c'est vraiment dommage. C'est clair. Ouais, c'est vrai qu'il y a les gens qui aujourd'hui nous disent écoutez, on ne sait pas du tout comment ça se passe, mais par contre, on sait surtout ce qu'on veut pas. Ouais. Donc voilà, le kitsch, désolé pour les amateurs, mais années 80, parfois il y a des trucs années 80 français, ça passe plus du tout. Et les gens disent non, écoutez, on veut de l'énergie actuelle, de l'électro, de la house, ou un peu du hip-hop, des trucs un peu tendance qui ont bien marché, mais le DJ à l'ancienne qui vous passe 3 heures d'années 80, alors que je veux dire maintenant même les parents, c'était déjà les parents d'aujourd'hui qui marient leurs enfants, c'était même des musiques qui sont sorties avant eux, quoi. Donc non, je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça, et n'hésitez pas à faire un mariage qui vous ressemble dans la playlist comme dans votre esthétisme, ou tout ce qui va autour, quoi. Impeccable. Bon, bah, super. Bon, on termine le podcast, là, c'est bon ? Ouais, moi ça me va. Bon, alors, du coup, sur vos belles anecdotes, on va terminer ce podcast. C'était un plaisir, et puis on se retrouve une prochaine fois pour le 3e épisode du jour J. Merci Nel. Merci beaucoup.